Nous avons donc parcouru cette année un long itinéraire que je crois nous avons essayé de faire en philosophe, c'est-à-dire essayer de cheminer avec les philosophes en cherchant la vérité. Puisque ce qui, je crois, définit la philosophie, c'est bien cet éveil de la recherche de la vérité à l'école de la réalité et, je crois, une recherche qui se centre toujours sur la personne humaine. J'aimerais donc au terme de cette année, avant que nous puissions poursuivre à partir du mois de septembre cet itinéraire à l'école des philosophes, reprendre quelques-unes des grandes questions que nous avons abordées et puis essayer peut-être de les situer. Euh, pour cela, je m'appuie brièvement sur une remarque qu'Aristote fait dans le livre Bêta de la métaphysique, ce livre qu'on appelle classiquement le livre des apories, c'est-à-dire les difficultés qui se présentent à la pensée philosophique. Et Aristote a cette métaphore. Au point de départ, dit-il, de la recherche, l'intelligence se trouve comme devant un nœud. Et il s'agit de dénouer la difficulté qui se présente à notre intelligence. Et il souligne qu'au terme de la recherche philosophique, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que ce qui au point de départ se présentait comme une difficulté, un nœud, les choses s'étant mises en ordre les unes par rapport aux autres, elles s'éclairent et ainsi euh, l'intelligence est comme devant une difficulté résolue. Et je crois que c'est un des buts de la recherche de la philosophie quand elle se confronte aux autres philosophes. Euh, Au fond, la dialectique, c'est-à-dire cette confrontation des opinions, n'a pas d'autre but que de nouer les difficultés, de voir où les questions se posent, d'essayer de comprendre comment un philosophe a répondu à une question, à une interrogation, devant quel problème s'est-il trouvé de l'expérience humaine et comment a-t-il cherché à y répondre. Comment a-t-il voulu proposer une lumière de vérité sur une question que tout homme peut se poser. Et donc, rencontrer les philosophes, c'est avec eux euh, soulever les opinions, confronter les opinions, soulever les difficultés, se demander si la réponse apportée euh, nous semble vraie, qu'est-ce qui, dans l'expérience humaine, nous semble peut-être avoir été simplifié ou mis de côté, etc. Donc évidemment, c'est un itinéraire qui est toujours à approfondir, toujours à reprendre. Hein, la recherche philosophique de la vérité, en un sens, n'est jamais achevée parce qu'elle est toujours quelque chose qui peut s'approfondir. Par contre, elle est un droit pour tout homme. Et dénier à quelqu'un, quel qu'il soit, le droit de chercher la vérité est un abus. Euh, L'intelligence est capable du vrai. Et tout homme, quel qu'il soit, a non seulement le droit, mais on peut dire le devoir de chercher la vérité, de se poser les questions que l'expérience humaine qui est la sienne soulève pour lui, que le dialogue avec ses amis ou avec des opinions différentes éveille. Euh, Devant telle expérience, devant telle affirmation, devant telle opinion, qu'est-ce qu'il en est de la vérité? Et ceci est une recherche permanente qui, peut-on dire, structure la personne humaine dans son intelligence. Puisque la vérité, c'est cette adéquation à la réalité, elle se fait peu à peu, elle se fait à des niveaux différents. Autre chose, la vérité scientifique, autre chose, la vérité philosophique, autre chose, la vérité pratique de l'expérience immédiate, autre chose, la vérité, si nous sommes croyants, de la foi. La vérité est toujours une lumière de notre intelligence qui, à l'école de la réalité, à tel niveau de recherche, d'intelligibilité, touche quelque chose du réel. Et donc, cette année, nous nous sommes surtout attardés hein, sur on peut dire, ce point de départ, cette grande inauguration de la recherche philosophique qui s'est développée principalement en Grèce. Je ne reviens pas sur toute la place que la Grèce a pu avoir du point de vue de cette recherche philosophique, mais j'aimerais maintenant, hein, très brièvement,
revenir sur les grandes questions qui ont été soulevées par la philosophie grecque, essayer en quelque sorte de les mettre en lumière, de les ordonner et de voir comment ces grandes interrogations sont toujours les nôtres en philosophie. Une des premières grandes recherches de la vérité, une grande question que les philosophes se sont posées, c'est finalement quel est le sens de la vie humaine, pourquoi sommes-nous ici, d'autant plus quand nous sommes confrontés à l'expérience de la mort, au mal, à la trahison de l'amitié, aux choix que nous pouvons faire par rapport aux circonstances qui s'imposent à nous, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient la moira, la destinée, et comment la liberté humaine peut-elle s'éveiller, naître, s'exercer dans des choix personnels pour non pas rejeter ce destin, mais essayer de voir de quelle manière nous avons une certaine liberté possible, alors même que notre vie nous confronte à des circonstances, à des événements, à des choses que nous n'avons pas choisies. On pense bien sûr ici à la recherche des tragiques, à celle d'Homère, hein, qui est bien un des grands axes tout à fait fondamentaux de la philosophie grecque. Une recherche qui culmine et qui continue au-delà de Socrate, notamment chez Platon. Je pense ici en particulier au dialogue du Gorgias, où Platon se pose cette question: de quelle manière les choix que nous faisons en philosophie, en particulier, influent-ils sur notre bonheur, notre destinée? Ont-ils une répercussion au-delà de la mort? Qu'en est-il du salut, c'est-à-dire de la conquête d'une béatitude? Existe-t-elle? La mort est-elle un événement qui, s'il s'impose, peut être dépassé? De quelle manière? Bien sûr, cette recherche, elle naît chez Homère, elle naît chez les tragiques, elle se pose en particulier chez les pythagoriciens, hein, la fameuse question de la destinée. Un deuxième grand axe que nous avons vu, et qui là aussi naît très tôt dans la philosophie grecque, c'est les rapports, on peut dire, de l'individu, hein, et de la cité. On pense notamment aux premiers sages, aux premiers législateurs, hein, de voir de quelle manière, déjà chez Hésiode, mais ensuite jusqu'aussi chez Platon, puis chez Aristote, mais je vais revenir sur la place tout à fait particulière d'Aristote, se pose cette question notamment de la justice. Est-ce que nous sommes dans une cité de telle sorte que nous puissions y établir une relation de justice? De quelle manière la justice est-elle au-delà de la loi du plus fort? On pense au dialogue de la République où Platon confronte les positions des sophistes qui finalement disent que c'est le plus fort qui l'emporte, et où Socrate, mis en scène par Platon, souligne qu'on a toujours intérêt à agir selon la justice. Et donc, qu'est-ce que c'est que la justice alors Platon le voit comme un équilibre. Qu'en est-il vraiment de la place de la justice dans la vie humaine, et comment penser les rapports de l'individu et de la cité? Bien sûr, cette question sera développée d'une façon plus approfondie, en particulier chez les stoïciens. Plus tard, nous verrons ça l'année prochaine. Mais il y a déjà cette question qui est soulevée, bien évidemment, très très tôt. On pense aussi déjà chez Homère, bien évidemment, à cette interrogation sur la guerre. Hein. Les hommes sont perpétuellement en guerre, mais y a-t-il finalement une justice? Est-ce que les dieux veillent sur les hommes de telle sorte que la justice donne la victoire? Troisième grand axe que nous avons vu naître dans la philosophie grecque, je vous ai souligné cela en disant il y a un peu ces deux questions qui ont surgi, d'une part dans ce qui est la Grande Grèce, donc ce qui est aujourd'hui l'Italie du Sud, cette recherche notamment des pythagoriciens sur la fin, sur la destinée, sur la manière dont nous vivons, donc un embryon déjà d'une éthique philosophique. Et puis, de l'autre côté du bassin méditerranéen, dans ce qui est l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, sur la côte d'Asie mineure, les grandes cités que sont Milet, Éphèse, etc., au contraire, une recherche qui insiste beaucoup, sans évidemment faire de cela une chose trop schématique, sur non plus la fin, mais l'origine des choses. Hein. D'où venons-nous? Où allons-nous? D'où viennent les choses? Comment naissent-elles?
et comment s'achèvent-elles, comment sont-elles orientées, et donc avec toute cette vision d'un devenir, hein, je dirais d'un parcours, et quand il s'agit de la vie humaine, de la naissance à la mort, nous naissons, d'où venons-nous? Quelle est la place de la génération, quelle est notre dépendance par rapport à notre cité, par rapport à notre famille, et puis où allons-nous? La mort s'impose comme un événement. Y a-t-il un au-delà de la mort? Peut-on parler d'une immortalité ou d'une incorruptibilité de l'âme? Comment dès lors penser, c'est déjà présent chez les pythagoriciens, les relations de l'âme et du corps, hein. On sait que les pythagoriciens étaient tout à fait sensibles à cette question, comprenant d'ailleurs même, étant favorables à la réincarnation, et soulignant que la manière dont l'homme vit doit lui permettre d'obtenir une vie meilleure. Donc on voit bien la naissance d'une part de cette question de l'origine des choses, hein, et cette question sur la fin, l'orientation des choses, si la vie a un terme, la mort est-elle une fin, au sens de ce vers quoi nous allons, ou au contraire, y a-t-il un au-delà de la mort? On sait que Auguste Comte, le tenant du positivisme, considère que ces deux questions, l'origine et la fin, sont des questions infantiles. Il souligne que ça fait partie de l'âge infantile de la philosophie et de l'humanité, et que l'homme adulte, c'est-à-dire l'homme moderne pour lui, pose la seule question sérieuse qui vaille, c'est la question du comment, hein, la question de l'efficacité immédiate, comment résoudre une chose, et il souligne que c'est ça le propre de l'âge positif, c'est-à-dire l'âge scientifique, hein. On sait que positif veut dire ce qui dépend de la question comment. La question comment en grec se dit pos. Donc l'âge positif, l'âge adulte, l'âge scientifique, ce n'est pas l'âge métaphysique qui est pour Auguste Comte l'âge infantile de la pensée et de l'humanité. Eh bien, je souligne ici que oui, la sagesse philosophique a quelque chose non pas d'infantile, mais de natif, c'est-à-dire de ce qui est tout à fait les questions tout à fait premières et profondes du pourquoi et non pas du comment, car sans le pourquoi, le comment finalement n'a pas de sens. Sans la philosophie qui est une sagesse, la science qui s'intéresse au comment ne peut pas se situer. C'est pourquoi l'épistémologie, au passage, est une question philosophique. Et je crois qu'on pourrait dire que tout grand savant a par ailleurs une interrogation humaine, c'est-à-dire philosophique, ne serait-ce que pour situer sa science par rapport à l'homme et à la personne humaine qu'il est, ou aux personnes humaines sur lesquelles sa science peut éventuellement s'appliquer. Quatrième grand axe que nous avons vu apparaître, notamment on pense ici à ces deux grands noms de la philosophie que sont Héraclite et Parménide. Héraclite qui insiste sur le devenir des choses, sur leur flux, sur leur changement perpétuel. On sait bien cet adage célèbre, quelquefois auquel on résume la pensée d'Héraclite, on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, toute chose change, donc c'est vrai que nous sommes confrontés à ce devenir, hein. Et puis, d'une certaine façon, tout à fait différemment, la vision de Parménide, hein, seul l'être est source d'une recherche de la vérité, le devenir est le propre des hommes à double tête et qui s'intéressent uniquement aux choses matérielles. Donc on voit bien, au-delà de l'origine et de la finalité, une question plus fondamentale: comment penser les relations du devenir et de l'être? Si nous changeons, cependant nous demeurons les mêmes, qu'en est-il des relations de l'être et du devenir? L'être se réduit-il au devenir? N'est-il que le devenir? Être, c'est changer perpétuellement. L'être, au contraire, se sépare-t-il du devenir de telle sorte que le monde de l'être et le monde du devenir sont deux mondes totalement étrangers? C'est finalement la vision de Parménide. Ou bien y a-t-il non pas une solution de synthèse, mais une position qui, je dirais, soit une crête entre ces deux abîmes, entre ces deux extrêmes? Comment penser analogiquement les relations de l'être et de devenir? Platon posera déjà cette question, et bien sûr elle sera surtout reprise, nous allons le voir dans un instant, par Aristote.
Et puis, dernier grand axe que nous avons évoqué, donc nous voyons bien la question de la destinée de l'homme, sa situation, le sens de la vie humaine, euh, l'orientation de l'éthique, l'origine et la fin des choses, les rapports de l'être et du devenir, et une question que nous avons vu aussi surgir de façon très régulière. Qu'en est-il de la vérité sur les dieux, que pour les Grecs, les traditions religieuses et les mythes nous communiquent certaines choses, bien, au sujet des dieux. On voit ça notamment déjà dans la Théogonie d'Hésiode. Nous avons vu l'importance de cette question aussi chez Homère, la relation des hommes et des dieux. Hein. Et puis, cette question chez Xénophane de Colophon, si les hommes affirment que Dieu existe, Dieu ne peut pas être comme les hommes, et il est nécessairement esprit et ne peut être qu'unique, etc. Donc on voit bien déjà cette recherche qui s'approfondit, qui comporte une critique des traditions religieuses, et cette question est présente aussi tout au long de la philosophie grecque. La philosophie va plus loin que les traditions religieuses en ce sens que elle se pose la question de la vérité. Ce que les hommes transmettent dans les traditions, dans les mythes sur Dieu ou sur les dieux, qu'en est-il de la vérité de cela? Autrement dit, disent-ils quelque chose d'une réalité? Donc, autrement dit, est-ce que Dieu existe? Cette question est présente avec aussi ce scepticisme qu'on voit apparaître déjà chez les sophistes. Et puis, on sait combien la figure de Socrate sur cette question a joué un rôle important. Si Dieu existe, que pouvons-nous dire de vrai à son sujet? Y a-t-il une bienveillance des dieux envers les hommes? On voit cette question déjà chez Homère, et elle est présente au terme chez Aristote. Et puis, y a-t-il une relation entre les hommes et les dieux? Comment penser cela? Voilà. Donc bien sûr, je ne fais que résumer très rapidement hein, une question qui s'est élaborée, qui s'est approfondie tout au long de ces siècles de la philosophie grecque. Donc sur toutes ces grandes questions que je viens de rappeler d'une certaine façon, euh, on voit bien qu'il y a eu comme des étapes. Hein. D'abord, on peut dire cette naissance de la recherche qui s'est faite dans des directions, dans des écoles différentes, à travers des figures différentes. Très clairement, la philosophie grecque s'est épanouie dans des directions très très variées. La recherche de l'origine et du monde physique, la question éthique, l'importance des relations de l'homme et de la cité, donc la question politique, la question de la justice, la question des dieux, les rapports d'être du devenir, la question de la vie et de la mort, le problème du mal, etc. Toutes ces questions sont présentes chez les présocratiques d'une façon évidemment très très fragmentaire, puisque nous n'avons plus que des fragments de leurs œuvres, et bien sûr dans des recherches qui sont, peut-on dire, assez embryonnaires. Il est intéressant de voir la question de chaque philosophe et le vocabulaire, les mots philosophiques que chacun a pu faire naître. Hein, l'être, le devenir, l'esprit, l'âme, etc. Et donc, y a bien cette diversité de recherche extrêmement large. Et puis nous avons vu qu'il y a un tournant extrêmement important. Ce tournant, c'est finalement la figure de Socrate qui recentre la philosophie sur l'homme, pose le problème de la vérité et s'interroge avant tout, recentrant la philosophie sur la personne humaine, sur l'homme, s'interroge avant tout dans le domaine éthique et religieux. Et on sait combien la figure de Socrate doit se comprendre, je l'ai souligné, hein, en fonction de la crise des sophistes. Finalement, les sophistes sont l'exemple de la corruption de la philosophie, soit parce que, justement, confrontés à des opinions différentes, on en reste à une espèce de scepticisme, donc on se rabat sur une vision utilitaire, et on va dire, le tout, ce n'est pas la vérité, mais c'est de convaincre, selon l'opinion du moment, de sorte à obtenir le pouvoir, à l'exercer, et voilà, à vivre selon l'apparence et le vraisemblable. Et Socrate, devant cela, est quelqu'un qui réagit avec une très grande vigueur en soulignant la noblesse et la dignité de l'âme humaine
Et donc c'est là où Socrate est quelqu'un d'extrêmement actuel, hein, dans un monde où l'aspect sophistique, du vraisemblable, du règne de l'opinion est extrêmement important et pesant. La question socratique, c'est qu'en est-il de la dignité et de la vérité de l'homme dans les choix qui sont les siens, dans l'agir qui est le sien, au-delà de la séduction du pouvoir, du succès, de l'immédiat, etc. Et donc, Socrate est vraiment considéré pour cela comme, d'une certaine façon, le père de la philosophie, en ce sens qu'il réunit tout ce qui précède sa propre époque, et face aux sophistes qui finalement nous entraînent dans le scepticisme et la séduction du pouvoir, il replace la philosophie comme une recherche authentique de la vérité qui concerne avant tout l'âme humaine et l'agir. Socrate est bien à l'origine de la vocation philosophique de Platon, dont on peut dire qu'il est la première grande synthèse philosophique. Et d'une certaine façon, Platon est à la source de toutes les grandes idéologies, puisque pour lui, c'est le monde des idées, c'est quand même ça la clé de toute sa pensée philosophique, qui est le monde réel, explicatif du monde sensible dans lequel nous sommes, et Platon construit bien toute sa philosophie autour du thème des formes en soi et des idées. Le dialogue majeur de Platon, La République, nous montre bien cela, notamment dans le livre 6, où on voit bien cette gradation de la connaissance, passant du reflet à la réalité sensible, à l'être mathématique et au monde des formes. Et Platon nous invite à la dialectique pour entrer en philosophie. On sait combien Platon fait dépendre de la connaissance de ce monde des formes, l'établissement de la justice dans la cité par le philosophe. C'est bien les relations entre la connaissance des formes en soi et l'action politique qui est au cœur de la pensée platonicienne. Et on sait combien, à la fin de sa vie, Platon, je l'ai souligné, sous l'influence à la fois d'échecs politiques et peut-être de certains de ses disciples, notamment peut-être Aristote, élabore à la fin de sa vie une certaine critique de son propre système en se demandant si finalement il y a des idées de toutes choses ou bien s'il y a un certain retour à l'expérience. Et c'est là où je souligne en terminant, c'est par là que nous avons terminé assez longuement cet itinéraire, la place tout à fait unique d'Aristote. On pourrait dire d'une certaine façon, la philosophie comporte toujours, à un moment donné, au fond, un réveil aristotélicien, comprenez bien ce que je veux dire. Il ne s'agit pas ici seulement de la figure d'Aristote au sens historique, mais finalement le retour au réel, et le réalisme philosophique est toujours une conquête qui, d'une certaine façon, nous fait dépasser la séduction d'une idéologie. Au fond, Platon, héritier de Socrate, construit un système philosophique déjà, une idéologie, pour expliquer le monde et agir sur lui. Et Aristote est quelqu'un qui revient à l'expérience et qui accepte d'une façon beaucoup plus humble, d'une certaine façon, d'être guidé par le réel. Et c'est pourquoi la recherche d'Aristote, à la fois se déploie, non pas dans un système, mais dans des orientations philosophiques tout à fait spécifiques. L'éthique n'est pas la réflexion sur l'art n'est pas la politique, la métaphysique n'est pas l'étude du vivant, etc. Autrement dit, il n'y a pas le souci d'une méthode unique, mais plutôt de saisir que peut-on dire de vrai à chaque niveau d'analyse de la réalité existante dont nous avons l'expérience. Et j'aimerais donc terminer en montrant comment ce réalisme philosophique qui va comporter une attitude majeure qui est la recherche inductive, c'est-à-dire passer de l'expérience que nous avons du réel à l'interrogation inductive, à la découverte des principes et des causes. La recherche du pourquoi. Ceci est ainsi, pourquoi en est-il ainsi? Quelle est la cause, le principe et la cause par laquelle ce qui est, ce qui devient, ce qui se meut, etc., est tel qu'il est. Donc une recherche non pas d'explication du réel, mais une recherche de découverte de l'intérieur, du pourquoi le réel est tel qu'il est. Non pas un modèle explicatif,
non pas un système idéologique qui permettrait d'expliquer, qui voudrait expliquer la totalité du réel, mais une recherche du pourquoi il en est ainsi à chaque niveau de la réalité dont nous avons l'expérience. Quelles sont donc les grandes on pourrait dire, saillies de l'intelligence réaliste que Aristote a mise en lumière? Premier grand aspect, je crois, c'est, je l'ai souligné, le respect du travail et du faire, de la poiesis comme la première grande expérience humaine. Aristote souligne à ce sujet que l'homme, c'est l'intelligence liée à la main qui comprend pratiquement les choses fondamentalement en les réalisant. Et donc, le premier grand intérêt d'Aristote, c'est un intérêt pour l'expérience humaine du travail, l'activité artistique, la poiesis, et toutes les grandes analogies philosophiques d'Aristote sont fondamentalement saisies à ce niveau-là. Hein. Ce qu'on appelle classiquement la recherche des causes d'Aristote, donc la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale, et aussi la cause formelle extrinsèque, qu'on appelle parfois la cause exemplaire, c'est en philosophie de l'art qu'on les voit apparaître. Euh, D'où cela vient-il? Quel est l'homme qui a réalisé cette œuvre? En quoi cela est-il? Quelle matière a-t-il travaillé? En bois, en bronze, en fer, en pierre? En vue de quoi cette œuvre existe-t-elle? Pour faciliter mon activité, etc. Et donc ces grandes recherches premières, c'est là où l'éveil de l'intelligence, d'une façon tout à fait pratique, peut se faire. Deuxième grand aspect, une éthique de la finalité. On dit classiquement, et je l'ai souligné, que l'éthique d'Aristote est une éthique du bonheur. Je crois qu'on doit préciser que le bonheur pour Aristote s'acquiert dans la mesure où nous découvrons notre fin, la fin télos. Et donc ce regard tout à fait important, notamment dans l'éthique à Nicomaque, sur la fin, télos, comme principe et cause propre de l'agir humain. Autrement dit, l'agir humain, donc toute la dimension éthique, morale de la vie humaine, se comprend dans la lumière de la cause finale. En vue de quoi vivons-nous, choisissons-nous, posons-nous des choix libres, etc. Et c'est bien là qu'apparaît chez Aristote hein, le thème du choix libre, de la délibération, du choix délibéré, de la manière dont nous pouvons raisonner pour voir ce qu'il en est. C'est là que s'inscrivent les vertus morales que nous acquérons dans l'exercice et qui sont un certain sommet. Et puis, la finalité, concrètement, se déploie dans l'expérience de l'amitié, la philia. Et là, Aristote se distingue de Platon. Platon voit l'amour dans le banquet avant tout comme Eros. Aristote voit l'amitié, l'amour d'amitié, c'est-à-dire un amour personnel et réciproque, comme étant la philia, comme étant la première grande finalité de l'être humain. On sait que Aristote reprend à Homère cette affirmation célèbre: l'ami est un autre nous-mêmes. Autrement dit, il y a bien chez Aristote dans l'éthique, même si le mot ne s'y trouve pas, un premier sens très profond de ce que c'est que la personne humaine. Et puis ce dépassement hein, dans la fin ultime de l'homme, qui consiste à cultiver la sagesse et à entrer dans cette attitude contemplative à l'égard de Dieu, qui est bien la fin ultime, qui seule peut donner le bonheur ultime de l'être humain, puisque, comme le souligne Aristote, alors que les choses humaines peuvent changer et donc sont sujettes à des variations, qui fait que il est toujours très difficile de dire qu'un homme est heureux tant qu'il n'est pas au terme de sa vie. L'objet de la contemplation qui est Dieu, étant au-delà de tout changement, fait que la contemplation est le bonheur le plus stable et le plus profond. Troisième grand aspect, et qui là aussi se distingue très clairement de l'idéologie platonicienne, la communauté humaine n'est pas d'abord la transposition d'un monde idéal dans la pâte humaine par le philosophe roi, mais elle est cette coopération entre les personnes, qu'il s'agisse de la famille, cette coopération fondamentale de l'homme et de la femme, source de vie et responsable de l'éducation des enfants, qui sont les futurs citoyens, cette coopération fondamentale dans le travail entre celui qui a la compétence et celui qui exécute, ce qu'on appelle classiquement le maître et l'esclave, mais j'ai souligné combien
Aristote entend par là quelque chose de précis, qui est le fondement de tout l'aspect économique. Et on sait combien, là aussi, dans la politique, Aristote a eu des affirmations très célèbres, hein, récusant absolument le communisme de Platon, parce que, dit-il, quand on cherche à tout prix l'unité, on arrive exactement au contraire de ce qu'on voulait faire, et en outre, on perd le sens de l'amitié, parce qu'on fait disparaître l'individu et donc l'aspect personnel dans la totalité de la communauté. Et puis, il y a des affirmations très célèbres d'Aristote sur l'argent, en disant que l'argent est un moyen d'échange, et que quand on en fait non plus un moyen, mais une fin, alors c'est la corruption de la politique, et dit-il, c'est comme pour le sophiste qui prend les mots du philosophe, et quand on prend le langage sans la vérité philosophique, alors on fait de la fausse monnaie, et c'est une des grandes affirmations d'Aristote que de souligner que le règne de l'argent et l'acquisition de la richesse sans mesure au-delà du simple nécessaire est la source de toutes les corruptions politiques. C'est pourquoi Aristote a étudié les régimes politiques et leur corruption. La corruption de la démocratie en démagogie, la corruption de la royauté en tyrannie, la corruption de la démocratie de l'aristocratie en plutocratie, c'est-à-dire dans le règne des plus riches. Donc voilà, là aussi, un des grands axes d'Aristote dans la politique qui se sépare très clairement de la République de Platon. Quatrième grande recherche, je crois, d'Aristote, très importante et qui d'une certaine façon, reprend tout l'effort des philosophes de l'Asie mineure, donc des physiciens. Il y a une véritable philosophie du devenir. Donc on voit bien ici l'héritage des physiciens et d'Héraclite. Et Aristote souligne à ce sujet que Platon, finalement, ne fait pas de philosophie du devenir parce qu'il a confondu la matière et le non-être. Si l'être, c'est la forme, la matière qui est informée est la non-forme, donc elle est non-être, si l'être c'est la forme. Et voilà pourquoi Aristote dit, mais Platon dit que la matière c'est le non-être. Il a confondu matière et non-être. Or la matière existe comme un être qui est source de toute la potentialité et non pas source du mal. Et donc elle est le lieu propre du devenir. Et c'est pourquoi le devenir, le mouvement, est pour Aristote la perfection du monde physique, du monde matériel. La matière est parfaite en tant qu'elle change. Et donc tout ce qui est l'étude du monde matériel, qu'il s'agisse de la physique antique ou de la physique moderne, des sciences physiques d'aujourd'hui, l'étude du monde physique est l'étude du devenir des choses. Et donc la science est par définition à l'école du mouvement. Et ceci est vrai, là aussi même, de l'étude biologique de la matière vivante, puisque le biologiste étudie non pas la vie, mais la matière vivante. Et donc l'étude de la matière est toujours liée à l'intelligibilité du devenir. Et on sait combien, là aussi, Aristote a développé cette recherche d'une façon extrêmement étendue. Et puis dans ce monde du devenir, il y a justement précisément le vivant. Et dans les vivants, le vivant humain, dont l'âme qui informe le corps, qui est à la fois forme et acte du corps, est source de l'intelligence et de la volonté, de l'esprit. Et Aristote, dans le traité de l'âme en particulier, a des affirmations majeures pour toute l'histoire de la philosophie sur l'intelligence, le nous. Hein, cette intelligence qui est à la fois réceptive, capable de recevoir la détermination du réel, et d'autre part conquérante, puisqu'il faut bien qu'elle l'abstrait du réel sensible dont nous avons l'expérience. Et donc là aussi, un refus catégorique du dualisme platonicien, et dans cette vie qui est inséparable du monde physique, l'intelligence humaine émerge pour conquérir son bien propre, qui est l'intelligible et le vrai. Et donc, toute cette complexité des rapports de l'âme et du corps qui fait que la vie végétative, la vie sensible, la vie de l'esprit ont chacune leur spécificité, non pas comme des vies séparées, mais comme des niveaux dans lesquels le vivant humain se déploie d'une façon analogique. Sixième grand axe de la recherche d'Aristote, bien sûr, nous l'avons vu, cette recherche de philosophie première, to on et on, ce qui est en tant qu'il est, qui repose tout entière sur le jugement, ceci est, et sur le fait, le to oti, le fait d'être, dont nous cherchons le pourquoi. Ceci est
pourquoi est-il? Ce qui signifie d'abord qu'est-ce qu'il est dans son être même, quelle est la source de son être. Et là, on sait combien Aristote, face à Platon, pour qui l'eidos, la forme, est substance, Aristote souligne qu'il faut dépasser la forme pour découvrir l'ousia, ce par quoi ce qui est, en tant qu'il est, subsiste dans son être et sa détermination, non pas comme étant une forme en soi, mais la substance, principe et cause d'être de ceci qui est, dont j'ai l'expérience, cet homme-ci précis. Et donc l'âme, au niveau métaphysique, est découverte comme substance, ousia, principe et cause, selon la forme de ce qui est en tant qu'être, et source de son unité individuelle. Et puis cet autre axe de la philosophie première, Aristote souligne qu'il n'y a pas de recherche de l'origine de l'être en tant qu'être. Il dit que c'est une recherche réservée au devenir. Il n'y a pas de cause matérielle propre de l'être en tant qu'être. Mais deuxième grand axe de la philosophie première, en vue de quoi ce qui est-il? Et Aristote souligne à ce sujet que personne avant lui n'a vraiment soulevé cette question, n'a vraiment découvert la fin comme principe et cause de ce qui est tel qu'il est en tant qu'être. Il souligne qu'on a regardé la fin pour tel ou tel aspect particulier, mais que la fin comme cause proprement dite n'a jamais été découverte avant lui. Et donc Aristote passe de l'idéal platonicien, hein, le but qu'il faut atteindre, à qu'est-ce qui est la cause, pour moi, de cet état de plénitude dans lequel je me trouve au-delà de la potentialité. Et donc l'energeia comme principe et cause finale de l'être en tant qu'être. Et enfin, nous avons vu ça tout à fait récemment, dernier grand axe de la recherche d'Aristote, là aussi qui se sépare de la vision de Platon. Dieu peut être atteint par la philosophie comme une substance qui est acte et dont la vie est la pensée de la pensée, parce que si Dieu est esprit, son intelligence ne peut pas dépendre d'un autre, et donc il ne peut que se penser lui-même, ce qui est évidemment une façon que nous avons d'exprimer très pauvrement quelque chose que nous essayons d'entrevoir de la vie même de Dieu. On sait cette affirmation fréquente d'Aristote. Nous vivons, nous, par brefs moments, ce que Dieu vit éternellement, et Dieu le vit dans un état de plénitude et de bonheur parfait qui fait que, voilà, nous sommes, notre esprit tend vers par la contemplation, vers ce regard sur celui qui est acte pur, c'est-à-dire sans aucune potentialité. Ce qui signifie que pour Aristote, c'est par la fin, non pas ce qu'on a appelé bien plus tard l'argument téléologique, mais c'est par la dépendance actuelle dans l'ordre de l'être de ce qui est en puissance à l'égard de ce qui est en acte que nous pouvons nous élever analogiquement jusqu'à l'affirmation de Dieu et chercher à découvrir quelque chose de sa vie dans ce qu'elle a de propre. Voilà donc quelques grands axes de la recherche que nous avons essayé de poursuivre cette année, bien évidemment d'une façon tout à fait on pourrait dire rapide. Nous ne pouvons, c'est difficile de tout développer, mais j'espère avoir contribué à vous aider à entrer dans ce monde extraordinaire de la philosophie grecque. Alors nous poursuivrons l'année prochaine, dès le mois de septembre, d'une part en nous arrêtant brièvement sur la fin de la pensée grecque, ce que certains ont appelé la vieillesse de la philosophie grecque, surtout les deux grandes écoles que sont le stoïcisme et l'épicurisme, et puis cette résurgence du platonisme dans le néoplatonisme très rapidement, et puis nous verrons comment cette fin de la philosophie grecque, d'une certaine façon, croise un nouveau développement de la philosophie occidentale en particulier, où le christianisme, se confrontant à la philosophie, à la fois s'en sépare et assume progressivement la philosophie grecque pour élaborer quelque chose de nouveau. Et donc nous verrons comment ceci a évidemment marqué d'une façon très profonde l'itinéraire de la pensée, principalement de la pensée occidentale. Comment le christianisme a-t-il utilisé ou s'est-il distingué de la philosophie grecque, et ceci a donné naissance à tout un corpus extraordinaire, à la fois philosophique et théologique, notamment chez les pères de l'Église et les grands théologiens du Moyen-Âge. Et puis nous verrons comment nous pouvons ponctuer cette recherche de la vérité.
Alors je souhaite que vous puissiez passer un été à la fois reposant et qui soit vous permette aussi de continuer de chercher la vérité et de réfléchir en essayant de découvrir toujours plus profondément ce qu'est la personne humaine dans toutes ses grandes dimensions.